Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le jeudi 23 novembre et voici les titres qui seront développés dans cette édition. La place et le rôle des petits États d'Europe. Voici le thème principal de la conférence organisée par le Centre d'études prospectives pour Monaco. Les membres du Conseil scientifique de l'INSEE, l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques, se sont réunis au ministère d'État ce jeudi matin. Nous reviendrons sur la réunion de la 50e commission de l'accord Ramoge, qui depuis plus de 40 ans permet de lutter contre la pollution. Nous irons à l'auditorium Régnier 3 pour suivre le concert jeune public donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. L'artiste Simone Abbé propose un projet ludique entre séances photos et œuvres d'art enfantines. Et enfin, votre focus info concerne aujourd'hui l'extension en mer. Nous irons du côté du port de Marseille pour suivre la réalisation des premiers caissons. Pour la deuxième année consécutive, le CEPROM, le Centre d'études prospectives pour Monaco, vient d'organiser une conférence de haut niveau avec notamment de nombreux économistes internationaux. La place et le rôle des petits États d'Europe étaient au cœur des discussions. Les explications de Patricia Navarro sur des images de Thomas Deus et Sylvain Péroumal. Ils sont petits par la taille de leur superficie ou par le nombre de leur population. Les petits États, dont fait partie la principauté, peuvent pourtant à bien des égards faire figure de modèles économiques et sociaux. Dans un certain nombre de domaines, leur capacité d'adaptation se révèle être souvent plus importante que celle des grands États vite paralysés lors de graves crises. Ces réflexions ont été au cœur de la deuxième conférence que vient d'organiser le Centre d'études prospectives pour Monaco sous l'égide du Palais Princier. Je pense que les petits États sont plus globaux que les grands. On n'a aussi pas intérêt d'être protectionniste. On doit être global, on doit être ouvert. Il y a une compétition globale. Il y a une compétition globale. On est aussi en compétition avec les grands États. Et là, on doit être vraiment souple. Pas parasite, mais souple et efficace. Le panel d'intervenants de cette deuxième conférence du CEPROM était très large, mais tous ces spécialistes ont pour point commun d'avoir un regard particulièrement avisé sur la place des petits États dans le monde. L'avantage d'un petit État, c'est qu'il est flexible, qu'il peut s'adapter très rapidement, que les chemins sont courts, on se comprend rapidement, on arrive rapidement à des solutions. On est donc 2 fois plus rapide que des grands. Donc les souris sont plus rapides que les éléphants. Big states have power. The United States, obviously. China, obviously. Les grands États ont du pouvoir, bien sûr. Les États-Unis, évidemment, la Chine, évidemment, la Corée du Nord, aujourd'hui, sont des États qui ont un pouvoir énorme. Pour ces raisons, ils sont résilients dans un monde sans guerre. Mais cela signifie aussi que les petits États sont des endroits où la liberté prend toute sa signification. Et c'est dans les petits États que subsiste l'esprit de compétition et que nous trouvons une véritable responsabilité de l'État envers les personnes qui sont productives quand c'est nécessaire. Au-delà de la solidité du modèle économique de ces petits États, il aura aussi été question de leur développement, un développement qui passera immanquablement par leur capacité à accueillir ou encourager sur leur territoire la mise en œuvre de projets émanant d'esprits créatifs, à l'image de l'incubateur et accélérateur de start-up Monacotech que vient d'inaugurer le prince souverain à Monaco. We are living in a time of digitalization. Nous vivons dans une époque de digitalisation. Cela signifie que des personnes brillantes sont en contact chaque jour, tout autour du monde, 24 heures sur 24. Et cela crée une atmosphère spéciale de créativité partout dans le monde. Et la seule chance de rendre un État fort dans cette période actuelle, c'est de permettre de relier ces personnes créatives pour avoir de meilleurs systèmes d'organisation politique par rapport aux autres. La capacité de résilience et la flexibilité des petits États leur assurent donc de belles perspectives d'avenir, comme l'a démontré cette conférence du CEPROM, un événement annuel qui fait figure aujourd'hui de véritable forum Davos des petits États. Et dans l'assistance lors de cette conférence, de nombreux étudiants de Sciences Po Menton, mais également de l'Université internationale de Monaco. Une conférence comme celle-ci est une véritable plus-value. On écoute à ce propos le directeur de l'IUM.
À l'université, depuis quelques années déjà, on a intégré dans les enseignements la compréhension de la culture, des institutions et de ce qu'est Monaco. Et nous avons inscrit donc la participation à cette conférence dans ce cadre-là, puisque le sujet des petits États en plus est extrêmement intéressant compte tenu du contexte local. Et donc pour nos étudiants, c'est une vraie chance de pouvoir participer, comme de manière générale, grâce à cette dimension à taille humaine, il leur est possible de connecter avec énormément de choses à Monaco, beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement qu'ils le feraient dans un autre pays. Ils sont venus ici dans le cadre des enseignements, accompagnés de leurs professeurs. Donc l'idée c'est qu'ensuite, de retour en classe, ils puissent avoir des discussions, des échanges, peut-être des approfondissements sur certaines parties des sujets. Les membres du conseil scientifique de l'INSEE, l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques, se sont réunis ce jeudi matin au ministère d'État. Vanessa Dessy vous en dit plus. Études à mener, état du système statistique ou encore programme annuel d'enquête. Le 10e conseil scientifique de l'INSEE s'est réuni afin de présenter l'avancement de ses travaux et l'actualité de l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques. Un certain nombre des données qu'on utilise, c'est des données qui sont là depuis encore plus longtemps, parce que par exemple le recensement, on a beaucoup parlé du recensement qui a été fait, dont on vient de finir d'exploiter les résultats, et ça c'est quelque chose qui a une vieille histoire. En fait, le fonctionnement de l'INSEE, c'est d'une part d'assumer ses tâches traditionnelles, donc le recensement, mais d'autre part aussi de creuser dans les données disponibles au niveau des différentes administrations, des différents services, et puis de faire des études complètement neuve. On a parlé d'une étude qui vient d'être réalisée sur l'impact du Grand Prix. Et ça, c'est quelque chose qui avait souvent été évoqué, qui n'avait pas encore été fait de façon systématique. Là, c'est fait et on va avoir les données qui vont sortir bientôt. Le Conseil scientifique de la statistique et des études économiques détient un rôle consultatif. Institué auprès du ministre d'État, il s'exprime notamment sur les actions à mener. Les membres du Conseil peuvent ainsi faire part de leurs points d'intérêt. Notre rôle, c'est d'une part, de donner notre avis sur des questions qui peuvent se poser. Alors ça va de l'opportunité générale de telles questions ou de la problématique et de la façon de la concevoir jusqu'à des problèmes très techniques de la réalisabilité de certaines enquêtes, de la disponibilité de certaines données extérieures, etc. Et puis c'est aussi un rôle de validation ex post. C'est-à-dire que notre rôle, c'est d'être sûr que les méthodologies employées sont les bonnes, qu'on est dans une espèce de rigueur statistique. Et je dois dire que de ce point de vue-là, l'INSEE est en train d'établir une réputation qui est bien méritée de sérieux statistique absolu. Tous les résultats des études de l'INSEE, répartis sur plus de 200 tableaux, sont désormais disponibles sur le site internet de l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques. Nous suivons pour vous régulièrement les actions menées dans le cadre de l'accord Ramoge qui depuis plus de 40 ans maintenant permettent de lutter contre la pollution. La France, la Principauté et l'Italie font partie de cet accord. Ces trois pays étaient bien sûr représentés lors de la réunion de la 50e commission, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage de Sandrine Nègre. Il a vu le jour en 1976 et s'appuie sur la coopération afin de trouver les synergies nécessaires à l'entreprise de ses actions. L'accord Ramoge est associé à un programme de travail qui tient compte notamment des pressions qui s'exercent sur le milieu marin, milieu que cet accord protège d'une zone qui s'étend de la Spezia en Italie à Marseille. Et cette réunion s'est d'ailleurs tenue sous la présidence de la délégation française représentée par l'ambassadrice de France à Monaco. C'était une très bonne initiative à l'époque, un peu visionnaire, de se préoccuper de ce bien commun. Et ça continue, donc ça prouve que ça remplit effectivement une utilité. Et nous travaillons vraiment très étroitement et il y a beaucoup de choses qu'on continue à évoquer, donc des perspectives pour essayer de renforcer, de continuer, faire en sorte que Ramoge reste une zone pionnière, une zone d'avant-garde, une zone pilote. Je travaille au sein du ministère de l'Environnement et nos activités sont bien sûr liées à celles menées par l'accord Ramoge car tout est basé sur la coopération dans un seul but, celui de lutter contre la pollution marine et agir, intervenir si malheureusement des incidents polluants ont lieu. L'objectif de cette réunion était donc de réaliser un point d'étape depuis le programme de travail fixé il y a quasiment un an, en décembre 2016.
L'accord Ramoge est l'un des plus anciens et le prince Régnier a vraiment été un précurseur dans ce domaine, puisqu'il y a plus de 40 ans on ne parlait pas trop d'environnement. Les personnes changent, mais Ramoge est toujours là et la coopération se continue et est de plus en plus diversifiée. En Méditerranée, il n'y a pas énormément d'instruments destinés à la lutte contre la pollution. Et vous savez que les instruments internationaux auxquels la principauté de Monaco est partie demandent à mettre en place une coopération soit régionale, soit sous-régionale pour prévenir toutes les formes de pollution. Et aujourd'hui, je pense que Ramoge remplit pleinement cette fonction. Et parmi les actions opérationnelles ciblées pour assurer la protection des habitats, figure par exemple l'harmonisation des réseaux de surveillance, la sensibilisation des usagers de la mer au comportement éco-responsable et le fait d'entraîner les équipes anti-pollution des pays membres de l'accord. Musique avec au programme un conte et une partition interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dont l'objectif était d'initier un très jeune public hier après-midi à l'auditorium Régnier 3. Reportage de José Sacré, Orazio Gaggino et Louis Borgia. Bonjour Monaco Info. Bonjour Monaco Info. 1, 2, 3, oh. Attention, je compte jusqu'à 3, le silence absolu, ça c'est le moment où vous ne faites rien. 1, 2, 3. Séance de mise en condition des élèves des classes maternelles de l'école Saint-Maur, classe de Madame Esposito, et de l'école FANB, classe de Mesdames Gaggero et Griffa, pour un concert jeune public vraiment hors du commun. Avant l'œuvre bien connue de Benjamin Britten à la découverte de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Philippe Béran, avec Diana Fontanas, narratrice, ont interprété Eva Pas à Pas, un conte symphonique sur le modèle de Pierre et le Loup, musique de Sylvain Griotto, livret de Catherine Pierre. C'est une petite fille qui va dormir chez sa grand-mère. Cette grand-mère habite à Montmartre, à Paris, et elle va lui raconter une histoire de sa vie qu'elle n'a racontée à personne, au travers d'un album photo. Et par cet album photo, Eva va partir dans un voyage. Est-ce un rêve, est-ce la réalité? On le sait à la fin du spectacle. Ces 3 classes en fait sont là, sont placées derrière l'orchestre et vont faire ce qu'on appelle des textures en musique. Une texture, c'est pas du tout chanter. Ils utilisent pourtant leur voix, ils font des choses. Ce sont des bruits organisés. Des bruits organisés qui se superposent à l'orchestre, une texture un peu transparente qui laisse néanmoins l'orchestre s'exprimer. Voilà. Et ça ajoute un petit peu de piment à l'atmosphère orchestrale et ça lui ajoute parfois aussi de l'étrangeté. Le but par rapport aux enfants, c'est de leur faire prendre conscience que la musique, ça peut être facile ou difficile, mais surtout ici, en l'occurrence, c'est très facile ce que je leur fais faire. Par contre, ce qui est difficile, c'est de bien le faire. On ne travaille que sur la beauté des objets sonores réalisés, que sur la concentration. Qui dit beauté, dit concentration. Et en même temps, ça leur permet d'entrer dans le monde d'un orchestre philharmonique. Exactement, ils sont derrière l'orchestre, ils vivent l'aventure en même temps que l'orchestre, et ça c'est assez irremplaçable, c'est un gros moment d'émotion pour eux, il faut parfois même les aider un petit peu. Un projet ludique et artistique à présent avec la photographe Simona B. Elle vous propose de tirer le portrait de vos chères têtes blondes, brunes ou rousses, peu importe, pendant qu'ils réalisent leur toute première œuvre d'art. Alexandra Pani, Orazio Gaggino et Clélia Renaud ont assisté à une de ces séances photos. On regarde. C'est une journée particulière qui se prépare pour Oscar et Romane. Le temps d'une matinée, ils vont jouer au peintre et créer leur propre œuvre d'art. Leurs moindres gestes seront immortalisés par la photographe Simona Bonazzi, qui n'hésite pas à donner de sa personne pour encourager ces artistes en herbe. Je leur donne la possibilité de peindre sur un fond qui fait environ 2,75 m sur l'auteur de l'enfant.
J'ai décidé une palette de couleurs avec les parents quand les enfants sont plus petits ou les enfants, en fonction des couleurs qu'ils souhaitent avoir à la maison. On choisit un couleur de fond, que ça peut être blanc, rouge, noir, en fonction de où on veut mettre le tableau. Et mon travail, ce n'est pas de toucher le pinceau, moi je ne touche pas le pinceau. Donc si quelqu'un écrit Oscar à la chinoise, à la japonaise, moi je le laisse écrire à la chinoise, à la japonaise. Parce que ça ne sert à rien de dire à un enfant de leur bien écrire son prénom quand finalement ils ne savent pas encore l'écrire. Et ça peut être un souvenir de la première écriture, du premier bonhomme, on peut faire passer un message. On saute, on rigole, on joue avec la peinture, tout est orchestré pour sortir le plus beau tirage. J'ai fait un pack pour tout le monde, donc c'est un tirage 50-60, mais on peut choisir aussi des tirages plus grands. Et avec les meilleures photos en taille imprimable à 4 et un petit vidéo du début de la séance jusqu'à la fin avec une musique de chant. Si vous aussi souhaitez profiter de cette expérience privilégiée et offrir un cadeau original pour les fêtes de fin d'année, Simona sera en principauté jusqu'au 30 novembre. Il vous suffit de prendre rendez-vous et surtout de ne pas avoir peur des éclaboussures. Alors qu'en principauté, les travaux de remblai d'assises pour les caissons de l'extension en mer vont bientôt débuter. Du côté du port de Marseille, la réalisation de ces premiers caissons a déjà démarré. Alexandra Pani et Serge Prémont se sont rendus sur le caissonnier Marco Polo. Voici votre Focus Info du jeudi. Il fait face à la basilique Notre-Dame de la Garde. Le caissonnier Marco Polo a pris racine en août dernier dans le bassin est du port de Marseille. Ses mensurations impressionnent avec ses 27 mètres de haut, 50 mètres de large et 56 mètres de long. C'est lui qui a pour mission de donner naissance aux 18 caissons en béton armé qui constitueront la ceinture de protection du nouveau quartier à l'est de la Principauté. Un défi d'envergure pour les 480 personnes qui travaillent sur cet impressionnant bâtiment. Vous êtes obligé d'adapter, en termes de sécurité déjà, d'adapter les règlements maritimes et les règlements terrestres. Donc c'est pas simple, parce que bien sûr c'est des longues séances avec l'inspection du travail, avec les organismes de sécurité, ce qui est normal. Hein. Il faut qu'on mette nos gens en sécurité quand ils travaillent, on n'est pas là pour qu'il y ait des accidents. Donc du coup il faut adapter toutes ces règles. Là par exemple on a pu faire accepter par l'inspection du travail de travailler sans gilet de sauvetage. Pourtant on est sur un engin flottant. Mais pourquoi? Parce qu'on a mis des garde-corps partout. Alors que sur un bateau il y a des endroits où il y a des vides, des choses comme ça et les gens ont des gilets de sauvetage obligatoires. Voilà. Donc voilà, c'est ce type de choses qu'on est obligé d'adapter. Après le deuxième sujet qui est aussi important, c'est le sujet qui concerne tout ce qui est l'environnement. Ici on est suivi par la police de l'eau. On est suivi aussi par l'Adréal par rapport à l'ICPE, par rapport au rejet qu'on a des groupes électrogènes, donc le bruit. Donc ici le bruit c'est peut-être pas forcément la chose majeure, mais par contre tout ce qui est bien sûr rejet dans l'eau, etc. Quand on a fait des essais, parce que ce caissonnier s'est fabriqué en Pologne, et quand on a fabriqué en Pologne, on a fait des essais de la même façon pour vérifier si tout marchait. Et dans cette partie-là, on a laissé, il y a des eaux résiduelles de ballastage. Ces eaux résiduelles viennent de la Baltique. Donc j'ai été interdit de les rejeter dans la Méditerranée. Chacun des caissons pèse 10 000 tonnes et fait 26 mètres de haut. Ils sont construits selon une technique de coulage continu. Les différentes phases nécessaires à la confection d'un caisson sont réparties sur environ un mois. Le caissonnier, lui, il sert de réceptacle, on va dire, de coffrage pour le radier. Donc dans la phase d'exécution du caisson, il y a une phase radier qui dure à peu près une semaine, on va dire, entre le ferraillage, coffrage, bétonnage. Ensuite, on a une deuxième phase qui est le coffrage glissant qui dure à peu près 2 semaines et demie, où on a donc la mise en place du coffrage et ensuite la montée du coffrage glissant. Et en même temps, on fait descendre le caissonnier qui permet de tenir on va dire la gîte voilà, du caisson au moment de l'exécution. Après la mise en flottaison, les caissons sont achevés, préparés puis stockés à quelques mètres du caissonnier en attendant leur départ vers la Principauté. Cette zone du port de Marseille a été retenue notamment grâce à son important tirant d'eau, indispensable à la confection des caissons. La zone de préfabrication se compose d'un espace de travail de 10 000 m² à quai et une zone de 32 000 m² sur le plan d'eau où est positionné le caissonnier. On a déjà accueilli des caissonniers
parfois à l'intérieur des formes de radoux pour construire des caissons qui nous ont d'ailleurs servi à élargir l'entrée du grand port maritime de Marseille avec la passe nord. Donc on a un peu l'habitude des caissonniers, mais celui-là, il est quand même assez extraordinaire. Et puis la formule, le fait que les caissons vont être construits ici, puis remorqués après jusqu'à Monaco, on est vraiment dans une aventure industrielle et technologique tout à fait passionnante. Ce qui s'avère être extrêmement efficace ici, c'est que la matière première, c'est-à-dire le béton, est produite juste en face et que donc les camions circulent uniquement à l'intérieur du port de Marseille avec les centrales de Cemex et de Lafarge qui se trouvent vraiment en face du caissonnier, et donc il n'y a pas de nuisance avec du grand trafic de camions, il n'y a pas de nuisance pour les riverains. On est sur un écosystème à l'intérieur du grand port maritime de Marseille et qui amène évidemment toute une efficacité industrielle. Une fois acheminés à Monaco, les caissons seront placés sur le remblai d'assises, ballastés à l'eau de mer, puis lestés avec des matériaux de carrière. Ils obtiendront ainsi leur position définitive. Cette technique, c'est une première en France, ça c'est sûr, ça n'a jamais été réalisé. Ça est réalisé en Italie sur un concept qui est toujours le même, qui est une sorte de caisson qui ne serait pas allé par exemple au projet de Monaco, hein, c'est pour ça qu'on ne les a pas fait là-bas. Donc c'est pour ça qu'on a un coffrage qui est aussi adapté à ça, hein. C'est un coffrage glissant mais qu'on adapte avec un nombre de cellules. Donc effectivement c'est une première en France parce que la plupart des caissons se font en 2 fois. Là on est plus dans un concept où on exécute avec le même outil en une seule fois. Alors ça c'est bon côté, c'est mauvais côté bien sûr, hein. Il n'y a jamais de choses parfaites dans ce monde, mais ce que je veux dire c'est que l'avantage c'est que l'équipe est dedans, on n'a pas à démonter le coffrage. Le coffrage, on finit notre caisson, on sort notre caisson, on démonte le coffrage pour le prochain pendant qu'on fait le radier et on repart. Le prince souverain est très impliqué dans ce projet. Il a tenu à visiter le chantier lors de la construction de ce tout premier caisson. C'est très émouvant et très impressionnant de voir ce chantier, de voir comment le caissonnier a été fabriqué, puis de voir ce premier caisson dans ce caissonnier être en train d'être monté avec toutes les contraintes techniques que cela suppose, et puis de voir le nombre important de compagnons qui sont sur le chantier. C'est à la fois, comme je disais, très impressionnant dans ces installations portuaires de Marseille, mais c'est aussi très émouvant parce que on sent de plus près toutes les composantes de ce projet d'extension en mer et on comprend mieux, je pense, toute sa complexité et toute la difficulté qui entre dans sa réalisation. Une fois la ceinture des caissons achevée, la construction du terre-plein pourra alors démarrer. Mais pour cela, il faudra être encore patient car ces travaux ne s'achèveront qu'à la fin 2019. Quel temps va-t-il faire dans les prochains jours? Voici la météo. Un temps maussade pour la journée de vendredi, en grande partie nuageuse. La pluie s'invitera avant la tombée de la nuit et les températures seront comprises entre 13 et 16 degrés. Le week-end sera lui aussi médiocre avec des averses samedi matin, beaucoup de nuages l'après-midi et un ciel se partageant entre le gris et le bleu dimanche. Côté climat, des températures en baisse. Le début de la semaine sera fidèle au jour précédent. Le temps sera mitigé entre éclaircies et averses. C'est ainsi que ce journal s'achève. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info, bien sûr. À très bientôt. Au revoir.